Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Face au monde machine. Et si vous avez manqué les épisodes précédents, on vous conseille vraiment de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. Jusqu'ici, on peut dire que les 3 premiers épisodes constituaient une forme d'introduction à toute la série. Et à présent, on ouvre un nouveau chapitre, on va dire le chapitre Technopole, qui va nous occuper pendant 3 épisodes. Donc pendant les 3 épisodes prochains, on va se concentrer sur la ville de Grenoble pour comprendre qu'est-ce que c'est une technopole et comment on fabrique une technopole. Dans l'épisode 5, on verra bien en détail comment le laboratoire grenoblois est devenu une technopole au cours du XXe siècle. Dans l'épisode 6, on verra que cette histoire aboutit jusqu'aux nanotechnologies et les problèmes socio-écologiques qu'elle soulève. Mais avant cela, dans l'épisode d'aujourd'hui, le 4e de notre feuilleton, intitulé « L'électricité grenobloise », nous remontons le temps aux origines du capitalisme industriel, de l'électrification de Grenoble, de l'arrivée des ingénieurs, en suivant le fil de la première enquête menée par Pièces et Main-d'œuvre. Allez, c'est parti, bonne écoute. Alors la première enquête commence avec l'information dans le journal local, suivant laquelle va se créer une pépinière d'entreprises biotechnologiques à La Tronche, qui est une commune voisine de Grenoble, qui est en zone inondable. En fait, c'est la commune où se situe le CHU. Et donc, cette pépinière d'entreprises biotechnologiques qui s'appelle Biopolis, nous apprend le Daubé, le Dauphiné libéré, est monté grâce à un rassemblement de partenariats, comme c'est toujours le cas, et qui réunit notamment le CHU, donc de Grenoble, et le service de santé des armées, le centre de recherche du service de santé des armées, le CRESA. En quelle année, pardon ? Et ça, 2001, ouais, c'est ça. Donc c'est un premier texte qui, à l'époque, est signé Simple Citoyen. Pièces et Main-d'œuvre n'existe pas sous ce nom-là. Donc c'est simple, hein, c'est un recto verso, un tract, quoi, qu'on va distribuer dans ces fameuses conférences de vulgarisation scientifique qui ont lieu à Grenoble. Et c'est la première fois, semble-t-il, que dans cette ville de la science, une voix dissonante ose s'exprimer. Et ça provoque une réaction disproportionnée. Enfin, c'est très... Pour la première fois depuis le mouvement antinucléaire. Absolument. Des années 75-79. Exact. Et disons que c'est le renouveau d'une dissidence, enfin bon, d'une voix dissonante, quoi. Et donc ça commence comme ça. Pourquoi l'armée participe à un projet de biotechnologie? Et d'ailleurs, les biotechnologies, c'est pourquoi faire? Et qui c'est les gens qui travaillent là-dedans? Et ils ont plein de casquettes. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées d'emblée. Par exemple, le fait que ce qu'on appelle le technogratin, ces gens qui dirigent, qui décident, et qui sont les vrais décideurs, ils ont toujours l'habitude de travailler ensemble. Donc scientifiques, industriels, élus locaux, militaires. Ça constitue ce qu'ils appellent avec fierté, ce qu'ils revendiquent sous le terme de la fameuse synergie recherche-industrie. Quand ils disent recherche-industrie, c'est pas suffisant. Il faut rajouter pouvoir politique et militaire. Donc voilà, ça commence comme ça, l'histoire. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le premier papier en entraîne d'autres. Parce que comme ce projet est en train de se créer, il y a des informations qui paraissent un peu plus, etc. Donc on continue de suivre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, ça fait sensation.
On a quand même eu une page entière dans le Daubé. Sur votre dissidence, le tract. Oui, il y avait beaucoup de presse. Le Dauphiné libéré, à l'époque, nous parlait de nous. Maintenant, ils sont plus intelligents. Mais à l'époque, ils parlaient de nous. Et donc, ils ont parlé de ce tract. Ils ont parlé ils ont mené leur propre enquête. Du coup, le patron de la métro à l'époque, Didier Migaud, nous répondait également par voie de presse et essayait de rassurer les gens. Ils essayaient de déporter la polémique sur la question du risque. C'est-à-dire, nous, on avait relevé, parmi d'autres choses, que c'était en zone dite inondable. Mais c'était un élément parmi d'autres. Et toute la réponse était ah oui, non, mais ça risque rien, etc. Les précautions sont prises, et ainsi de suite. Et en fait, la question auquel il n'était pas répondu, c'est mais Grenoblois, c'est pas choquant de voir que le centre de recherche du service de santé des armées, qui est en fait un centre de mise au point de méthodes de guerre non conventionnelles, NBIC. Non, pas NBIC, NBC. NBC, pardon. Nucléaire, bactériologique, chimique. Où on travaille sur les rayons ionisants, où on met au point le modafinil, une molécule anti-sommeil pour permettre aux troupes de rester vigilantes quand tu les envoies en Irak, la nuit. Où tu as des bains d'eau glacée pour habituer les gens aux conditions extrêmes, aux conditions extrêmes, et ainsi de suite. Enfin, plein de trucs comme ça. Est-ce que c'est normal que les militaires soient là-dedans ? Petit B, est-ce que c'est normal que le personnel civil... Parce qu'en fait, c'est un personnel civil qui travaille au CRESA. Un personnel qui est syndiqué, qui est à la CFDT, etc. Bon, et qui, de temps en temps, fait entendre sa voix sur le prix des tickets de cantine, par exemple. Hein ? Est-ce que ces gens n'ont rien à dire sur le sujet ? Est-ce que c'est normal que nos impôts, soyons vulgaires, servent à financer cette pépinière de start-up, c'est-à-dire en fait à financer les entreprises de jeunes chercheurs qui veulent se faire de la thune. Dans le domaine de la guerre aux vivants. Dans le domaine de la guerre aux vivants. Et en ayant déjà bénéficié des crédits de la recherche, puisque avant de faire leur entreprise, ils ont été chercheurs dans le cadre public. Bon, là, si tu veux, c'est une critique classique du genre... dépenses publiques, bénéfices privés. Mais quand tu accumules tout, et dans le contexte du mouvement anti-OGM à l'époque, puisque 2001, c'est encore le moment où on conteste l'OGM, bon, donc on attache une clochette, on attache un grelot. C'est là qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. Et c'est quoi cet engrenage ? De l'enquête permanente. De l'enquête permanente, parce que les questions que qu'on posait, personne n'y a répondu. Donc on a bien forcé, nous, d'essayer d'en savoir plus, donc de faire de la recherche, la recherche sauvage. Et donc les textes ont commencé à s'accumuler. Et non seulement ils se sont accumulés, mais ils ont été plus longs. Ils ont grossi. Ils ont grossi. Et donc vous êtes remonté jusqu'où comme ça ? Alors, effectivement, assez rapidement, un an après, quasiment, on sortait le premier texte qui racontait ce que c'était que le laboratoire grenoblois. Le laboratoire grenoblois, c'est vraiment un terme qu'on trouve dans tous les livres de sociologie, d'économie, enfin qui décrivent Grenoble pour la félicité, bien sûr, de sa réussite. Ce qu'on désigne sous le terme de laboratoire grenoblois, c'est le fait, entre autres, que historiquement, donc ça a été la première des technopoles, et notamment cet endroit, comme je disais, où on a mis en pratique cette liaison recherche université, industrie, pouvoirs locaux. Et donc, oui, assez vite, on a été amené à faire l'histoire de ce que c'était que ce laboratoire grenoblois. Alors, le laboratoire grenoblois, en fait, c'est une notion que moi, j'avais héritée de mes copains de communauté, entre 73 et 77.
je vous ai dit tout à l'heure que parmi eux, il y avait des chercheurs en sciences sociales qui travaillaient à l'économie, à l'Institut régional d'économie et de planification, et que je lisais leurs rapports de recherche, et qu'éventuellement j'allais les bassiner pour comprendre un petit peu plus et un petit peu mieux, en étant assez persistant. Et donc ils m'ont expliqué l'histoire de Grenoble, toute la trajectoire grenobloise, et j'avais lu aussi des livres là-dessus. Alors le maître mot de ce développement, c'est le développement endogène innovant. Ah, qu'est-ce que c'est que le développement endogène innovant? C'est deux choses. C'est à la fois un concept qui a été formulé par deux chercheurs, Pierre Boisgontier et Michel Bernalicis-Goyer. Pierre Boisgontier habitait dans la même communauté que moi, Michel y était tout le temps. C'est les deux anciens dirigeants Mao de Grenoble et qui faisaient de l'enquête, à la fois comme chercheurs et comme Mao, puisqu'on avait un petit journal à nous qui s'appelait Vérité Rhône-Alpes. C'est des économistes. Donc ça, c'est le concept. Et qu'est-ce qu'il désigne par ce concept? Il désigne le fait historique, documenté, qu'à un moment donné, quelqu'un qui s'appelle Aristide Bergès, qui est ingénieur, un ingénieur à des Pyrénées, de Mazamet, je crois. De la Montagne Noire. Enfin, la Montagne Noire, bon. Vient à Grenoble, dans la région grenobloise, dans le Grésivaudan, et se met à diriger une papeterie. Parce qu'il y avait beaucoup de papeterie sur l'Isère. Le Grésivaudan, c'est la vallée de l'Isère, a deux atouts, le bois et l'eau. Avec du bois et de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Du papier. Bon. Donc, il avait une papeterie. Une papeterie qui tournait comme les moulins à eau dont on parlait tout à l'heure, pendant la pause repas. Et Aristide Bergès s'avise d'équiper la chute d'eau de Lancey, dans la combe de Lancey, d'une turbine. Techniquement, je suis incapable de t'expliquer comment ça marche. Bon. Mais il fabrique de l'électricité, et l'électricité fait tourner ses machines. Et donc, il ne dépend plus de l'eau, il dépend de l'électricité. Enfin, il dépend de l'eau indirectement, mais il construit des canaux dans la montagne, il fait des dérivations, d'où de gros conflits de voisinage avec les paysans. Mais ça ne va pas durer, parce que rapidement, il va les embaucher dans son usine. Et il fait tourner ses machines pour fabriquer le papier avec l'électricité. Rapidement, ses collègues industriels, petits industriels papetiers, disent « Waouh, la bonne idée !» Et donc, ils l'imitent. Puis, les fondeurs, pareil, les électrométallurgistes, puis les électrochimistes, puis, bon, etc., etc. Donc, Aristide Bergès est à l'origine de cette innovation. Cette innovation, il en fait la publicité. Il trouve un slogan formidable, la houille blanche. En fait, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Cavour, un Italien, dans le Piémont. Mais il invente ce slogan et il fonde tout un tas d'entreprises. Il fonde une entreprise de tramway, par exemple, ce qui te montre que le tramway, c'est pas spécialement écolo. Il fonde une compagnie d'électricité qui éclaire le Grésivaudan. Il se présente aux élections. Il a un tract de campagne extraordinaire que j'avais reproduit Sous le seuil de l'innovation. Je ne sais pas si tu... Ouais, tu l'as eu. Bon, où il explique tous les bénéfices de l'hygiénisme. La rue sera assainie grâce à l'électricité. On travaille plus tard. Les hommes ne traîneront plus au café et rentreront à la maison. Bon. Les enfants, ils sont émerveillés par la petite lumière. Gain de productivité, tout ça. Et donc, assez rapidement, Aristide Bergès se fait élire. Alors, je sais plus si député, conseiller général. Mais tu vois l'investissement de ces ingénieurs entrepreneurs dans le pouvoir politique local. Non seulement lui, mais tous les autres de la vallée. Enfin bon. Et rapidement, ces gens sont confrontés à un problème de main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre primaire, les manards, ils les ont, puisque les paysans viennent travailler chez eux. Les paysans très contents d'avoir un revenu fixe et de ne plus dépendre des aléas climatiques. Bon. Mais ce qu'il leur faut, c'est d'autres ingénieurs pour développer leurs entreprises. Donc, ils profitent de leur position en tant qu'élus politiques pour créer ou faire créer
par le pouvoir politique local, éventuellement avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, des écoles d'ingénieurs. D'abord une école d'ingénieurs électriciens, et puis ensuite ça se développe, et tu finis par l'INPG de Grenoble. Qui est Institut National Polytechnique. Et donc se crée toute une classe d'ingénieurs. Ce qui se fait localement se fait dans toute l'Europe, se fait dans tout le monde occidental, dans tout le monde industriel, et bientôt au Japon, et bientôt partout. Apparition d'une nouvelle classe. Ce que dans la nomenclature de l'INSEE, on appellera durant un temps les ITC, les ingénieurs techniciens cadres. Ces ITC prolifèrent, se distinguent du capital, de la classe capitaliste classique, c'est-à-dire les actionnaires, les propriétaires du capital, les financiers, même si éventuellement ils vont acheter des actions ou en recevoir, ça c'est postérieur. Et ils se distinguent du prolétariat, parce que quoi qu'on en dise, ça a beau être des salariés, c'est pas des manards. Et que la plus-value qui est extorquée sur leur dos, elle leur fait pas de mal. Ils sont mieux payés, ils sont plus haut situés dans la hiérarchie, et ils peuvent développer leur propre talent créatif. Alors, ils ont des responsabilités, donc ils sont gratifiés, si tu veux, en termes de contenu de travail et en termes d'intéressement matériel. Et en plus, ils fondent des entreprises. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Aux origines du capitalisme industriel, dans toute l'Europe, que ce soit en Écosse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, etc., tu as des ingénieurs, quelquefois simplement des types ingénieux, des ouvriers, des barbiers, on a vu le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, tout ça, qui s'acharnent et qui deviennent des ingénieurs de fait, sans diplôme, mais souvent des ingénieurs diplômés qui ont une idée et qui appliquent l'idée, et qui font une entreprise, et qui trouvent le capital auprès de leurs amis, de leur famille, voire des banques ou d'associés. Mais le moteur, c'est l'ingénieur. C'est lui qui a l'initiative. Pour faire une petite parenthèse concernant cette arrivée de l'électricité, parce qu'en en fait, on a tous, encore une fois, cette idée, cet enseignement selon lequel c'était un progrès et les gens étaient contents quand c'est arrivé. Et on a fait une petite enquête historique justement pour remonter à cette période-là. Et on a été très surpris de retrouver des documents montrant qu'en fait la population n'était pas avide d'avoir l'électricité chez elle notamment, et même en ville d'ailleurs, et que ça n'a pas été une évidence ce progrès-là. C'était pas du tout un bienfait que tout le monde attendait. Et c'est très soulageant de découvrir ça parce que on se rend compte encore une fois que à chaque étape il y a eu des divergences et que finalement on peut aussi critiquer le mouvement de l'électrification parce que les gens qui l'ont vécu sur le moment l'ont déjà critiqué. Et par exemple, alors il y avait en effet les conflits d'usage sur l'eau, mais il y avait aussi le fait que les gens ne voyaient vraiment pas l'intérêt. Alors oui, avoir une ampoule à la maison, pourquoi pas, mais personne n'avait envie d'acheter du matériel électrique, enfin pour la maison, etc. Donc ils ont été obligés, et nous on a retrouvé les documents d'époque qui sont vraiment intéressants, de leur forcer la main, alors comme d'habitude avec la publicité et puis les événements très marquants. Et c'est comme ça qu'en 1925 on organise ici une très grande exposition universelle sur l'électricité, dédiée à la fée électricité, avec une affiche qui est dessinée par Mucha, donc le peintre qui est un ami de Bergès, des Bergès. Et dans cette exposition, les gens peuvent voir ce que c'est que la maison électrique, la ferme électrique aussi. Et en contrepoint, on leur montre un village nègre et un village alpin, qui sont donc censés être les deux représentants de l'arriération avant l'électricité, pour montrer à quel point vraiment ils n'auraient pas du tout envie de continuer à vivre comme ça, et qu'il faut adopter le mode de vie moderne. Et il y a des documents des journaux professionnels de l'époque, donc des années 20, qui sont très intéressants parce que les industriels se disent ça marche pas.
Et si on veut tirer des lignes, le problème de l'électricité, c'est que si on veut tirer des lignes qui sont quand même d'assez longue distance, pour que ça soit rentable, il faut qu'on ait des clients. Enfin, sinon, on ne peut pas. Et donc, ils écrivent entre eux, il faut absolument qu'on arrive à convaincre les gens qu'ils doivent installer chez eux du matériel pour faire du froid et du chauffage. Donc c'est drôle parce que l'idée des grille-pains d'EDF qu'ils ont refourgué de force pour développer le nucléaire dans les années 70, elle avait déjà une histoire précédente, donc dans les années 20, parce que les gens n'adhéraient pas suffisamment au matériel électrique, quoi. Et ce que disent des historiens qui ont étudié ça, c'est à quel point le discours de la propagande de la technocratie, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, si le mot avait déjà été forgé, mais bon, il y a tout un discours l'histoire est réécrite en quelque sorte. L'histoire officielle est écrite de la manière suivante. Jusqu'ici, il y avait que des ploucs. Vous savez, le crétin des Alpes, voilà, qui vivaient sur leur montagne sans savoir comment l'exploiter, à part élever quelques moutons. Enfin, c'était vraiment... Et donc là, tout ça végétait, bon, et soudain vinrent les ingénieurs. Et l'histoire officielle est vraiment racontée comme ça, c'est-à-dire qu'à partir d'Aristide Bergès, de ses collègues de l'Institut d'électrotechnique et puis de toute la caste technopolitique, économique, grâce à eux, enfin, nous avons pu vivre ici. Et y voir clair. Y voir clair. Effectivement, ils obtiennent Bergès et les autres, et Keller et les autres, tous les patrons de la région, quoi, obtiennent l'ouverture de cet institut d'électrotechnique qui commence à leur fournir chaque année une nouvelle classe d'ingénieurs pour leurs entreprises. Leur champ d'entreprise s'accroît également. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'institut électrique. Et puis de l'électricité, on passe à l'électrochimie. Ça va être bien utile en 14, l'électrochimie. Pour faire quoi ? Pour faire l'artillerie, les obus au phosgène, etc. Les gaz de combat. Les gaz de combat. Et les alliages pour les alliages obus particuliers. Donc ça, ce sera fait à Grenoble. Oui. C'est Grenoble est l'arsenal. Grenoble n'est pas sur le front. Grenoble est l'arsenal de l'armée française. Enfin, pas seulement Grenoble, mais... Donc, électrochimie, électrométallurgie, électromagnétisme. L'électromagnétisme se développe durant toutes les années 30 avec des universitaires locaux comme le doyen Gosse qui sont vraiment des apôtres du progrès et des hommes de gauche d'ailleurs. C'est un type admirable, le doyen Gosse, qui fait partie des fondateurs du CNRS. Et qui, toutes les semaines, tous les mois, monte à Paris avec ses collègues en train, le train de nuit. C'est un supplice, ça dure 12 heures, enfin bon. Pour aller au ministère, pour faire du lobbying, discuter, pour monter le CNRS. Enfin bon. Et il arrive à fonder donc un institut pour ça. Et arrive la Seconde Guerre mondiale. Enfin, durant toutes les années 30, Grenoble est vraiment un miracle industriel. Hein. C'est un des endroits... à la suite de la guerre de 14, c'est devenu un des endroits qui se développe le plus rapidement et toutes les industries de guerre et toutes les passent des commandes aux industriels grenoblois. Tu as tout un tas de dynasties qui se fondent à l'époque, comme les Merlin et Gérin, qui vont finir par faire Merlin-Gérin, qui vont finir par faire... Bon, Nerpic, tout ça, c'est des ingénieurs. Leur nom, c'est Nerpic, c'est Néret-Picard, et ainsi de suite. Bouchaillé-Vialet, enfin bon. Et arrive la Seconde Guerre mondiale et l'étrange défaite. Et à ce moment-là, il y a un cadre de l'électromagnétisme de la faculté de Strasbourg qui s'appelle Louis Néel, qui est replié à Clermont-Ferrand. En fait, toute la faculté de Strasbourg est repliée à Clermont-Ferrand. Et Louis Néel cherche un endroit où il pourrait faire de l'électromagnétisme. Alors, il envisage Clermont-Ferrand, enfin bon, il ne sait pas trop.
Entre-temps, lui, il a fait la guerre, il était encore jeune, il a fait la guerre en tant que scientifique. Et il a travaillé pour la marine. Et il a travaillé à des systèmes de mines magnétiques et de dépistage des mines magnétiques. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec la marine. Sous-marins. On lui dit, à Grenoble, il y a des locaux, il y a un patronat dynamique, il y a des élus progressistes, etc. Et il y a des locaux qui viennent d'être construits par le doyen Gosse. Donc, vous devriez aller là-bas. Banco, il vient à Grenoble. Il vient à Grenoble pour faire de l'électromagnétisme. Et il ne s'occupe pas de la résistance ni de tout ça. Enfin, lui, il travaille, quoi. Bon. Le doyen Gosse, par contre, se mêle de résistance et il est fusillé par la Gestapo et la milice dans un chemin creux à Mélan en 1944. Mais Louis Néel, il travaille. Et donc, il travaille si bien qu'il s'impose vraiment comme une éminence des recherches en électromagnétisme, ce qui lui permet, après-guerre, d'obtenir le détachement en province du premier établissement de province du CNRS. Le CNRS, sa fondation, c'est en 1939. Et d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait CNRS-A. A pour application ou A pour armement. On en débat. Armée. Et le CNRS, c'est une création de Léon Blum, du Front populaire, qui a été maintenu par Pétain, qui a été maintenu par De Gaulle, qui a été maintenu continuité de l'État, continuité de la recherche, continuité de la science, bon. Donc Louis Néel obtient d'abord le détachement du CNRS à Grenoble, puis un petit peu plus tard, le premier détachement en province du commissariat à l'énergie atomique, CEA, qui devient CENG, Centre d'études nucléaires grenoblois, que les Grenoblois appellent le singe. Et CNRS et CEA s'installent sur l'ancien polygone d'artillerie qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île scientifique. Et l'armée dégage, et à la place, on installe le CEA, puis tous les instituts qui prolifèrent. Toutes ces écoles, électrochimie, électrométallurgie, électronucléaire, électromagnétisme, polytechnique, fournissent des ingénieurs. Ces ingénieurs vont travailler au CEA, au CNRS, au campus, et fondent leur boîte. Voilà ce que Boisgontier et Sigoyer, Michel de Bernardi de Sigoyer, dit Sigo, appellent le développement endogène innovant. L'idée qu'à partir du territoire local et à partir des ressources locales, à la fois les ressources matérielles, mais les ressources intellectuelles, mais les ressources financières, parce qu'il y avait des banques à Grenoble. Il y avait la banque Lafanecher, Nicolas Lafanecher. Oui, Lafanecher. Nicolas Lafanecher, bon, qui elle remonte à la traite et à Saint-Domingue et au commerce des sucres. Bon. Eh ben, tu peux développer, indépendamment du pouvoir central, une puissance scientifico-industrielle. Et eux, ils trouvent ça bien sûr. L'illustration parfaite de ça, c'est la constitution du CEA, donc c'est en 1955. Et comment procède Louis Néel? Il convoque tous ses anciens copains de la marine, des sous-mariniers. Et il monte un commando, réellement, donc pour développer à fond ce que ça va être le CEA. C'est pas rien de développer le CEA, ça veut dire quand même installer des réacteurs nucléaires de recherche en plein centre-ville, hein. Entre autres. Donc il y en aura deux, Siloé et Silhouette. Il y a aussi Mélusine. Pardon, c'est quoi son objectif au CEA? C'est quoi ses différentes activités? En fait, commissariat à l'énergie atomique, donc c'est
toutes les études qui tournent autour de l'énergie atomique, civile et militaire, toujours duale, au départ. Et puis de là, ensuite, vont découler bien d'autres choses. Et justement, dès le départ d'ailleurs, ils envisagent d'autres choses. Et donc il fait venir un petit commando de sous-mariniers, parmi lesquels il y a Bernard Delapalme, donc, qui est un polytechnicien et aussi un copain de la marine, enfin qui a aussi été dans la marine. Mais il y a aussi un type qui s'appelle Michel Cordel et qui va fonder un des laboratoires qui va être vraiment le cœur de l'innovation au CEA, qui s'appelle le LETI. Alors ça a changé, l'acronyme a changé de signification, mais à la fin c'était électronique et je sais plus quoi, parce que ça a tellement changé. Électronique et de transmission. Mais il existe toujours, et leur slogan c'est l'innovation au service de l'industrie. Donc c'est vraiment le cœur, un des cœurs les plus moteurs du CEA. Et dans cette équipe de sous-mariniers, il y a aussi Hubert Dubedou, et qui sera, lui, le maire de Grenoble, élu maire de Grenoble en 65. Donc on voit bien comment... et alors oui, je vais y venir. On voit comment les casquettes qui tournent entre la politique, la recherche, l'armée, etc. C'est vraiment... ça s'incarne dans des parcours de personnages, quoi. Et puis il y a un autre personnage qu'on a découvert plus récemment, qui s'appelle Guy Denielou, qui est lui aussi un ingénieur qui vient de la marine et qui va participer activement au développement du CEA local. Et nous, il nous intéresse parce que c'est à double titre. D'abord, plus tard, il a fondé l'Université technologique de Compiègne, donc dans les années 70, qui est un haut lieu de la formation d'ingénieurs, mais pas seulement d'ingénieurs, des ingénieurs promoteurs aussi de l'acceptabilité des sciences. Et c'est lui, a priori, qui a forgé le terme règne machinal, qu'on croyait avoir inventé et qu'on a trouvé sous sa plume en 1980, mais en fait il l'employait déjà antérieurement. Donc il n'y a pas de hasard. Le règne machinal, ça part de Grenoble. Tu vois, c'est passionnant parce que tout à l'heure, tu nous demandais mais comment vous pouvez être sûr que vous n'allez pas sélectionner les faits qui vous arrangent, faire du cherry picking, etc., trouver les arguments. Bon, on vérifie, on fait de l'histoire, on connaissait pas, on avait une intuition, mais on ne savait pas. On fait de l'enquête, on vérifie, on tombe sur tous ces personnages. On ne les a pas inventés, ces personnages. Et ce qu'on dit, c'est pas nous qui l'avons dit d'abord, c'est eux qui l'ont dit. On ne fait que rapporter leur discours. Et c'est la fin de ce 4e épisode, où l'on a vu les origines du capitalisme industriel à Grenoble, avec la création d'une nouvelle classe d'ingénieurs. Vous pouvez retrouver les références de ce podcast dans le livre de pièces et main-d'œuvre intitulé « Sous le soleil de l'innovation, rien que du nouveau », publié aux éditions L'Échappée en 2013. Merci pour votre écoute. Partagez ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le 5e épisode de notre feuilleton Face au monde machine. Et cette fois, on verra en détail comment le laboratoire grenoblois est devenu une technopole moderne au cours du XXe siècle. À la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discrimination, exclusion, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.